Sunday Night Production. Bienvenue à l'Iron Café, à l'émission de tous les passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons faire un état des lieux de l'athlétisme français à 27 mois des Jeux Olympiques de Paris. Sommes-nous vraiment prêts ? C'est parti. Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons en première partie d'émission à nous intéresser aux coulisses et à l'organisation de l'athlétisme français à haut niveau. Comment aider et accompagner les coureurs afin qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes ? Quelles sont les qualités requises pour atteindre l'excellence sportive ? Ou encore, quelles sont nos chances de médaille pour les prochains Jeux Olympiques de Paris ? Puis en deuxième partie d'émission, Manu du site Wanna Run nous proposera une sélection d'articles de l'équipe de France d'athlétisme et des écouteurs un peu particuliers qui risquent de vous intéresser, vous les auditeurs et auditrices du podcast. Alors restez bien avec nous jusqu'au bout. Mais pour l'instant, je tiens à présenter notre premier invité. Il vient d'être nommé directeur de la haute performance au sein de la Fédération française d'athlétisme, ancien décathlonien de haut niveau. Il a été médaillé d'or au championnat d'Europe de 2010. Il s'agit bien évidemment de Romain Barras. Romain, merci infiniment de t'être déplacé jusqu'au studio de la House of Running d'Iron.fr. Comment vas-tu ? Très bien, bonjour à tous, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Et j'ai aussi à mes côtés Fred, co-animateur du podcast et responsable fond et demi-fond au sein du Stade français athlétisme. Fred, comment vas-tu ? J'imagine que voilà, t'attendais cette émission, toi, en tant que passionné de course à pied et qui attend les JO un peu, c'est un peu ton Noël à toi. C'est même encore un peu plus que Noël parce que c'est que tous les 4 ans. Donc, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Bonjour Romain, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Ça va très bien, ouais, c'est un peu mon Noël à moi, c'est pour ça que je commence à préparer la barbe du Père Noël d'ailleurs. Je me prépare parce que ça va être cette grande fête et du coup je suis ravi que Romain soit là parce que on est un peu plus de 2 ans de la cérémonie d'ouverture, donc ça va être un grand moment et puis on va le vivre pour le coup au plus près, donc passionnant. Bon on a tous hâte d'y être, j'imagine. Romain, avant qu'on s'intéresse aux Jeux Olympiques de Paris et aux coulisses de la course à pied dans l'athlétisme, j'aimerais qu'on revienne sur ton parcours de sportif. Tu as été un athlète professionnel sur Décathlon, une épreuve combinée qui consiste à disputer sur 2 jours consécutifs 10 épreuves constituées de 4 courses. Donc il y a le 100 mètres, le 400 mètres, le 110 mètres haies et le 1500 mètres, 3 sauts, longueur, hauteur et perche et 3 lancers, poids, disque et javelot. Vous auriez quand même pu rajouter un petit 50 km marche quand même entre les deux. Je sais pas si quand même quoi. Bref, autant dire que tu dois à mon avis être un athlète assez polyvalent parce qu'on peut facilement s'imaginer à quel point le pratiquer le décathlon, c'est quand même une discipline qui est assez exigeante, qui est assez extrême. D'ailleurs, comment est-ce qu'on a cette idée un peu folle de pratiquer ce sport-là ? Parce que pour briller à haut niveau, il faut quand même s'investir énormément, j'imagine, parce que tu as une 10 épreuves à t'entraîner et le niveau est quasiment aujourd'hui des niveaux de finale nationale sur chaque épreuve. Donc c'est assez incroyable le niveau aujourd'hui sur Décathlon. Oui, alors c'est vrai que ça va dépendre des parcours de chacun. Tout le monde va s'investir, découvrir le décathlon par sa voie. Souvent, c'est parce que on s'y met parce qu'on aime l'athlétisme en général et qu'on a du mal à faire un choix dans une épreuve en particulier. C'est aussi parce que en France, on a une école de formation qui est très porté sur les épreuves combinées. Les enfants, quand ils arrivent dans un club, ils font de tout. Ils font des courses, des sauts, des lancers. Ils découvrent toutes les épreuves. Et puis ensuite, on les spécialise à partir de la catégorie cadet, junior. Ils commencent à faire des choix dans leur pratique. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui était prof de PS, qui était entraîneur d'athlétisme. J'allais avec lui au stade. J'ai découvert l'athlétisme avec lui et il me faisait faire de tout. Et c'est vrai que l'ambiance du décathlon, le fait de partir un week-end complet avec les copains, de passer 2 jours sur un stade, mais pas 2 jours pour faire une seule épreuve et puis attendre 3, 4, 5 heures entre la série et puis la finale, c'était vraiment 10 épreuves qui s'enchaînaient et ça m'a vraiment plu parce qu'on était occupés tout le temps. Mais généralement, alors pour connaître un petit peu l'école d'athlétisme, arrivé à un certain âge, les enfants, ils ont quand même envie de se spécialiser sur la discipline où ils sont les meilleurs, où ils prennent le plus de plaisir. Toi, t'as pas voulu, tu t'es pas dit tiens, j'irais bien plutôt sur le sprint ou sur le demi-fond ? Le décathlonien, il prend du plaisir justement à se spécialiser en décathlon.
parce que c'est réellement une spécialité de l'athlétisme, le décathlon, qui va regrouper 10 épreuves, mais qui est vraiment une spécialité, qui a ses spécificités, l'importance d'enchaîner les épreuves, l'importance de la polyvalence, parce que vous voyez bien qu'un lanceur de poids n'a pas le gabarit pour faire forcément un très bon sauteur en hauteur ou un très bon sauteur à la perche, et pourtant le décathlonien va devoir enchaîner ces épreuves-là. Et je ne parle pas du 1500 mètres à la fin, qui n'est pas forcément une épreuve adorée par les décathloniens, parce que c'est une épreuve vraiment qui est antinomique par rapport à toutes les autres. On est sur de l'explosivité, de la puissance musculaire sur l'ensemble du décathlon, et puis à la fin on nous demande une épreuve plutôt tournée vers... alors, pas l'endurance, mais en tout cas c'est une épreuve un peu longue pour nous. 3 tours, 3 quarts, c'est long. Alors moi j'ai visiblement été moins persuasif que le papa de Romain, parce que j'ai emmené mon fils longtemps sur les pistes d'athlé, mais la seule discipline qui lui plaisait déjà c'était la marche, voilà, où j'avais et visiblement il y en avait un, et puis bon, il s'est orienté sur d'autres domaines. Plus sérieusement, Romain, Guillaume le disait, il y a 10 disciplines, ça s'organise concrètement comment l'entraînement d'un décathlonien, c'est-à-dire qu'on travaille toutes les disciplines avec la même intensité, la même durée, ou il y en a où on est entre guillemets naturellement bon, qu'on laisse un peu de côté pour se concentrer sur d'autres, ou voilà, le ratio, c'est comment on fonctionne déjà en semaine, ou finalement c'est des périodicités d'entraînement qui sont peut-être un peu plus longues pour pouvoir tout caser. Ça se fait comment au quotidien? Alors ça va dépendre aussi des stratégies de l'entraîneur ou de l'athlète. Soit on va essayer de renforcer les points forts, soit on va essayer de combler des points faibles. Donc en fonction de ça, on va gérer ces épreuves dans la semaine. Et puis après, il y a aussi la problématique des épreuves qui sont un peu traumatisantes. Faire du saut en hauteur, par exemple, c'est assez traumatisant pour les articulations. Certains lancers, comme le lancer de javelot, sont assez traumatisantes pour l'articulation de l'épaule, par exemple. Donc c'est des épreuves qu'on va travailler un peu moins. Et au contraire, il y a des épreuves qui sont primordiales pour l'ensemble du décathlon. Par exemple, le sprint, courir vite, ça va servir pour une majorité d'épreuves. Donc ça prend une part importante pour la longueur, pour le 110 mètres haies, pour le sprint, pour le 100 mètres, pour le 400 mètres. Et puis au-delà des épreuves techniques, il y a aussi toute la partie préparation physique qui prend une très grande part dans l'entraînement du décathlonien. Cette préparation physique, bien souvent c'est en salle de musculation ou sur du travail spécifique de PPG qui est fait sur le stade. Mais voilà, donc cette condition physique est primordiale pour le décathlonien. Et puis après, il y a le travail technique effectivement à chaque épreuve. Un décathlonien, ça s'entraîne 20-25 heures par semaine. Et sur combien d'entraînements du coup? Alors souvent c'est doublé, donc c'est-à-dire qu'on va travailler 2 heures, 2h30 le matin et la plupart du temps sur le stade, et puis après l'après-midi c'est 1h30, une bonne heure et demie en salle de musculation, et la plupart du temps c'est 10 à 11 séances par semaine. Et est-ce qu'il y avait des disciplines, alors tu vas dire que tu les aimais toutes puisque tu les as toutes faites, c'est dans le décathlon, mais quand même des disciplines que peut-être tu appréciais moins, ou qui ont créé peut-être je ne vais pas dire des tensions, mais des moments où tu n'avais peut-être pas forcément envie d'insister dessus en disant de toute façon j'ai atteint mon niveau maximum là-dessus, je vais un peu le laisser de côté pour me consacrer à ce que j'aime, ce que je préfère, et là peut-être l'entraîneur était moins d'accord. Ça se passait comment? Est-ce qu'il y a vraiment eu des moments de choix un peu de cet ordre-là qui ont dû être faits? Alors moi j'avais pas le luxe de pouvoir vraiment choisir une épreuve dans laquelle j'étais très fort, parce que j'en avais pas, mais en même temps j'avais pas d'épreuve où j'étais très faible. Mais par contre j'ai eu des épreuves qui m'ont posé problème. J'étais pas quelqu'un de très rapide. Mon record sur 100 mètres, c'est 11 secondes 02, 10 secondes 8 manuel. Donc, c'est pas très rapide pour un décathlonien. J'ai aussi, en saut en hauteur, pendant un moment de ma carrière, c'était 1m95, 1m96, 4m98. C'était pas assez, quoi. Donc, j'ai réussi à faire 2m04. Mais voilà, c'était des épreuves qui étaient un peu difficiles pour moi. Et puis, il y a des épreuves, comme tu le disais, et des épreuves où il a fallu mettre l'accent. Comme le saut à la perche, parce que le saut à la perche c'est une épreuve où moi j'étais pas très fort au début, j'ai commencé très tard le saut à la perche, donc j'ai eu du mal à avoir des bonnes performances, mais par contre c'était une épreuve qui marquait beaucoup de points dès qu'on gagnait une barre, donc c'est des stratégies d'entraînement encore une fois comme je disais tout à l'heure. Donc là c'était entre guillemets des points faciles à gagner 1 seconde sur 400 mètres, c'est difficile, ça demande beaucoup d'investissement, beaucoup de travail lactique, alors que le saut à la perche parfois quand on a un déclic technique, ça monte tout de suite de 20 ou 30 cm et on gagne beaucoup plus de points à ce moment-là que sur le 400 en gagnant 1 seconde. Donc moi je suis parti de 4m30, 4m40 à la perche pour finir à 5m10 parce que j'ai travaillé. C'était une épreuve que je n'aimais pas trop au début et qui est devenue un point fort et une épreuve que j'ai appris à aimer.
Alors après ta carrière à haut niveau, tu vas rapidement te diriger vers le coaching et le consulting en accompagnant notamment, je crois, Kevin Mayer. Et puis tu es aussi de formation prof de PS en STAPS, il me semble. Tu vas très vite aussi te tourner vers le monde fédéral en assurant notamment l'intérim pendant 4 mois à la direction de la haute performance au sein de la Fédération française d'athlétisme. Mais après ta carrière, t'as jamais eu envie quand même de prendre un petit peu de recul sur le monde du sport, d'essayer de nouvelles choses, de faire une petite pause, quoi. Parce que, bon, on va pas se mentir, on sait quand même que le milieu du sport, et surtout à haut niveau, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi, il y a les bons côtés, mais il y a aussi un peu de mauvais côtés, hein. Voilà, il faut essayer de le dire. Cette idée de faire un petit break, quitte à revenir plus tard, de te détacher un peu du monde de sport pour t'ouvrir à autre chose, essayer de... Voilà, est-ce que ça t'est jamais venu en tête ? Alors déjà, moi, me détacher du monde du sport, c'était un peu compliqué, parce que comme tu le disais, moi, je suis prof de PS de formation, donc j'ai essayé. Après ma carrière, j'ai terminé ma carrière en 2016, j'ai fini sur les championnats d'Europe en 2016, j'ai terminé 6e. Là, j'ai tourné la page, et j'étais donc professeur de PS au STAPS de Montpellier. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, je vais faire prof de PS au STAPS, et puis je vais me concentrer là-dessus, et puis à côté de ça, je ferai mes activités, mais j'aurai plus vraiment de lien avec l'athlétisme. Et ça s'est fait pendant 1 an. Et puis la fédération et Patrice Gergès, son DTN en 2017, sont venus me rencontrer à Montpellier avec la nouvelle équipe qu'il avait montée, en me disant voilà, on aimerait bien t'incorporer à l'équipe. Pour ça, il faudrait être détaché de ton emploi au STAPS et que tu nous rejoignes à l'équipe de la DTN. Et la vie s'est fait de choix, s'est fait d'opportunités. Si je saisissais pas cette opportunité-là à ce moment-là, je pense qu'elle me passait sous le nez et je serais jamais revenu dans le milieu de l'athlétisme. J'ai supposé un peu le pour et le contre, et puis je me suis lancé effectivement je suis revenu dans le milieu de l'athlétisme, mais l'athlétisme, ça m'a bercé depuis que je suis tout petit. Moi, je suis né dedans. Je te disais tout à l'heure, mon papa était entraîneur d'athlètes. Mes premières expériences avec l'athlétisme, c'est un couloir de chez moi avec des boîtes de lessive, et je faisais des courses de haie au-dessus des boîtes de lessive. J'avais 3 ans. Donc j'ai baigné dedans tout le temps, j'ai toujours été passionné par l'athlétisme, j'ai été consultant pour différentes chaînes télé pour commenter l'athlète. Voilà, l'athlète c'est ma vie, donc quand on m'a proposé ça à la Fédé, je me suis dit au pire ça sera une belle parenthèse dans ma vie de prof. Et puis au mieux, ça sera quelque chose que je vais continuer quelques années. Et du coup, avant d'enchaîner sur ce que tu fais maintenant, t'as jamais eu la tentation ou l'envie d'essayer un autre sport, alors soit comme Jean Galfione qui lui est passé de la perche à la voile, ou comme Stéphane Diagana qui lui est resté un peu dans la famille de l'athlète parce qu'il s'est essayé sur marathon, alors avec une démarche entre guillemets loisir, parce qu'il court quand même en moins de 3 heures, donc ça reste du loisir optimisé. Il n'y a pas eu cette envie d'explorer d'autres milieux, d'autres domaines sportifs dans l'athlète ou en dehors? Alors moi, oui, effectivement, c'est quelque chose. Aujourd'hui, l'athlétisme, je n'en fais plus stricto sensus. Je vais plus me mettre sur une aire de poids pour lancer le poids. Je vais plus faire une aire de hauteur pour faire de la hauteur ou de la perche. Ça, c'est fini. C'est trop difficile de se confronter aux perfs qu'on a fait avant et de voir les perfs qu'on fait maintenant. Ça, c'est quelque chose Puis ça demande beaucoup de rigueur dans l'entraînement, donc ça me plaît plus. Mais par contre, depuis toujours, j'ai toujours adoré le beach volley. J'ai toujours adoré le basket. Donc c'est des activités que je conserve, beach volley, basket. J'aime aussi la rando, donc voilà, ça m'arrive de faire des bonnes sorties comme celle-là. Et puis c'est vrai que le beach volley, si j'avais pu m'investir un peu plus, j'aurais joué à plus haut niveau. Mais j'ai eu des partenaires, j'ai eu la chance d'avoir des partenaires d'entraînement qui ont fait les Jeux Olympiques, avec qui j'ai joué. Ça t'apporte énormément de choses et tu découvres d'autres facettes du sport grâce à ces personnes-là. Donc c'est des expériences qui sont géniales. Ok, alors Romain, là, on va revenir à ton actualité, qui est somme toute assez récente, parce que depuis janvier 2022, tu occupes le poste de directeur de la haute performance au sein de la Fédération française d'athlétisme. Alors peut-être que nos auditeurs, comme beaucoup de monde, ne connaissent pas forcément le rôle d'un directeur de la haute performance, et notamment la différence qu'on peut faire avec le DTN, le fameux directeur technique national, qui pendant de très longues années au sein de la structure Fédération française d'athlétisme était un peu le garant de la haute performance, celui qui pilotait ça. Donc désormais, il y a un DTN et un directeur de la haute performance. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les rôles, les prérogatives de chacun, et pourquoi finalement, même si c'est pas toi qui as fait le choix, puisque tu as été désigné à ce poste-là, pourquoi la fédération s'est orientée sur ce type d'organisation et n'a pas conservé la précédente qui avait aussi fait ses preuves, puisqu'on a eu des campagnes de championnats du monde et de JO très bonnes. Oui, mais c'est vrai que tout vient d'un changement dans l'organisation du sport français, avec notamment la création de l'Agence nationale du sport.
avec l'impulsion de Claude Onesta qui a demandé, qui a donné des injonctions aux fédérations de créer ce poste de directeur de la haute performance pour séparer un petit peu le rôle d'un DTN traditionnel d'un DTN plus un directeur de la haute perf. Le DTN traditionnel, avant, il gérait tout. Il gérait l'ensemble de la fédération, que ça allait du développement, donc du développement de l'athlétisme, de l'animation, des formations, de la gestion des cadres, plus des équipes de France. Voilà, donc c'était vraiment un champ qui était très vaste. Et l'Agence nationale du sport donc, a demandé à ce que ce champ des équipes de France, de la haute performance, soit géré par une personne en responsabilité qui serait le directeur de la haute performance. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a une collaboration nécessaire entre le directeur de la haute performance qui va gérer les équipes de France, le haut niveau, on va dire, et puis qui va donc impulser la stratégie. Quelle stratégie on met en place pour ce haut niveau, comment on fait pour avoir, très caricaturalement parlant, mais comment on fait pour avoir des médailles. Voilà. Et puis le DTN qui lui va être plus là pour parler de développement de l'athlétisme, de formation des cadres, de gestion de ressources humaines dans la fédération et de ses cadres techniques. Et ça, c'est plus son domaine. Mais bien sûr, sur les équipes de France et sur le haut niveau, il y a des champs qui se chevauchent un tout petit peu. Donc, il y a une relation permanente entre le directeur de la haute performance et le DTN. Alors, tu faisais notamment référence à l'Agence nationale du sport et à Claude Onesta, qui n'a pas toujours été très tendre avec l'athlétisme, avec le monde de l'athlétisme ces derniers mois, notamment l'an dernier, et notamment quand il y avait eu l'appel à candidature pour la direction technique nationale. Et très concrètement, comment sont les relations avec l'Agence nationale du sport? Est-ce que finalement les pics qu'on a pu voir dans les médias restent des phrases un peu sorties de leur contexte, ou y a-t-il eu vraiment des moments de tension pour un peu secouer le cocotier? Toi qui as dû voir ça un peu de l'intérieur, comment ça s'est passé? Est-ce que vraiment c'était les relations qu'on suppose de l'extérieur qui pouvaient être un peu tendues, ou finalement pas tant que ça? Il faut toujours faire la part des choses entre ce qu'on peut découvrir dans les médias, ce que peuvent dire des hommes et ce que font les organisations. L'organisation aujourd'hui, l'Agence nationale du sport, c'est vraiment un vrai support et une vraie aide pour les fédérations, notamment sur le plan financier, pour pouvoir mener à bien des politiques de développement du sport. Et puis après, forcément, il y a des points d'achoppement entre des personnes, Claude Onesta et André Giraud, le président de la Fédération française d'athlétisme, qui sont un peu écorchés par médias interposés. Voilà, ça j'ai l'impression, ça c'est presque du people. Nous, ce qui nous intéresse, c'est plus ce qui se passe réellement. Et dans les faits, aujourd'hui, la collaboration avec l'Agence nationale du sport et moi avec mon référent athlétisme et avec les référents athlétisme, ça se passe très bien. On peut avancer sur des dossiers, argumenter, ils comprennent les problématiques de l'athlétisme et l'athlétisme de haut niveau. À partir de là, ils essaient de nous aider en conséquence. Donc non, je pense qu'il faut gratter un tout petit peu le vernis des petits accrochages qu'il y a pu avoir et puis aller un peu plus loin. Et là, on se rend compte que l'apport de l'Agence nationale du sport, c'est important. Alors, du coup, on l'a compris, et tu l'as clairement dit, tu vas évoluer aux côtés des athlètes, des équipes de France. Et d'ailleurs, ça amène une question. Selon toi, quelles sont les qualités nécessaires qu'un athlète doit avoir ou développer, parce que tout n'est pas forcément inné, pour être performant et s'épanouir au plus haut niveau? Si c'était aussi simple que ça et je pouvais résumer en quelques mots, je pense qu'on en trouverait plein des champions français. T'as pas la recette. Tu as pas la recette magique, Romain? Je dirais que la recette elle est singulière et elle dépend de chaque athlète. En fait, il y a pas un profil, il y a pas un moule où on va mettre l'athlète et on va se dire lui il va être champion quoi. Nous, notre rôle est justement à la fédération, à la direction de la haute performance, c'est justement d'accompagner la formation de l'athlète pour l'amener selon ses caractéristiques au haut niveau. Le but ultime, effectivement, c'est le haut niveau pour nous, en tout cas pour nous, au-delà du développement humain qui est très important, c'est aussi le développement du champion. Donc nous, en fonction de tes caractères, et comme tu disais, tout n'est pas inné. Il y a des choses qui doivent s'acculturer, prendre en considération d'où il vient, et puis lui apporter ce qu'il lui faut et les ingrédients, et mettre les ingrédients au fur et à mesure. Et nous, c'est notre rôle. Donc forcément, il y a des choses qu'on ne peut pas faire à la place de l'athlète. On ne peut pas choisir sa motivation d'aller vers un projet. On ne peut pas choisir son abnégation, sa capacité à être tenace dans l'effort, dans l'adversité. Mais par contre, nous, on va pouvoir l'accompagner sur des plans psychologiques ou financiers ou stratégiques. Ça, c'est des choses que l'on peut mettre en place avec lui.
Romain, ta nomination arrive dans un contexte un peu particulier où l'athlétisme français semble traverser une période un peu compliquée depuis les mondiaux de Doha de 2019 et les Jeux Olympiques de Tokyo. Toi, dans quel état d'esprit tu es avec ta prise de fonction vis-à-vis de cet héritage ? Et surtout, est-ce que tu penses pouvoir apporter quelque chose à cette équipe de France dans ce contexte un peu particulier, quoi ? Ouais, alors si tu veux, je peux même encore plus noircir le tableau, parce qu'en fait, si tu veux, c'est quand nous on fait des analyses statistiques sur l'évolution de l'athlétisme, on se rend compte depuis les années 2011, 10-11, les résultats globaux de l'athlétisme sont en progressif déclin. C'est progressif, ça décline au niveau des masses, des finalistes, etc. Donc après on a eu des embellies. 2014, 2016, 2014 les championnats d'Europe de Zurich, 2016 les Jeux Olympiques avec 6 médailles. Mais même avec ces résultats-là, on se rend compte qu'il y avait quand même un déclin. Par contre, on peut aussi retourner un petit peu le truc, aller un peu plus loin dans l'analyse, et on se rend compte qu'on a des générations qui arrivent. Les générations de U20, donc ce qu'on appelle junior, de U23, qui sont les espoirs. Ces générations-là qui arrivent, qui se déplacent, en fait, on les retrouve toujours, les U20, on les retrouve 6-7 ans après au plus haut niveau. Les espoirs, on les retrouve 3-4 ans après au plus haut niveau. Et donc, nous, sur ces analyses-là, on se rend compte que, effectivement, on vient de passer peut-être un petit creux générationnel, comme on aime à le penser ou à le dire, mais que ça va être remplacé par des générations qui arrivent et qui étaient très performantes dans les catégories U20 et U23 très récemment. Donc ça va arriver en 2023-2024, puis 2027-2028. Et ça, c'est des jeunes qui ont fait des médailles dans les championnats du monde junior, par exemple, très récemment. Et du coup, alors, toi qui es prof de PS, j'en profite, parce que souvent, on dit que finalement, le niveau de l'athlétisme français décline parce que finalement l'athlétisme n'a plus le poids qu'elle avait il y a 40, 50 ans au sein du système scolaire. Est-ce que pour toi c'est la réelle raison ou il faut quand même aussi aller chercher plus loin que le simple fait que les enfants à l'école fassent pas uniquement les tours de cours et pratiquent d'autres activités sportives? Non, je pense que c'est pas, effectivement, ça ne va pas se résumer uniquement à l'école. C'est une analyse sociétale qu'il faut avoir aujourd'hui. Nous, en France, on investit dans tous les sports. On n'a pas de sport mis de côté. Il y a certaines nations qui brillent en athlé ou dans d'autres sports, mais qui ont 2, 3, 4 sports en tout. Nous, nos sauteurs en hauteur, ils sont pillés par le basket, par le handball. On a des lanceurs qui sont pillés aussi par le rugby. Je ne parle même pas des filles, entre le volley, le basket. Voilà, donc nos gabarits... Forcément, on pâtit, mais c'est aussi notre force dans les sports co. Mais en tout cas, on pâtit de cette multitude de sports en France, quoi. Et alors, est-ce que c'est un mal, est-ce que c'est un bien ? Je pense que c'est un mal pour l'athlète parce que nous, on perd des talents. C'est sûr qu'il y a des moments, j'ai des exemples précis, des William à Cambrai, handballeur que vous connaissez sûrement. William, il faisait de l'athlé, ses parents faisaient de l'athlétisme. Il faisait de l'athlé et puis il faisait du handball aussi en parallèle. Et puis à un moment, il a dû choisir entre le Krebs en athlétisme où il avait très peu de prise en charge et puis le centre de formation en handball où tout était pris en charge et même il prendrait un petit billet. Bon, il est parti au handball avec la carrière qu'on connaît. Voilà, c'est vrai que mais c'était un minime extraordinaire qui lançait très bien le javelot, qui sautait en hauteur. Voilà, donc. Mais des histoires comme ça, on en a plein. Voilà. Il y a notamment une joueuse de l'équipe de France de rugby, Fanny, qui est issue en plus d'une famille de lanceurs. Son père est lanceur, ses sœurs sont lanceuses également. Et qui à un moment a dû choisir entre le rugby professionnel, semi-pro et l'athlète. Oui, effectivement. C'est pas seulement l'école, en fait. C'est le poids de la multitude de sports dans la société française. Et c'est bien, on est une société qui permet d'avoir de multiples orientations pour ses enfants et pas forcément de les envoyer vers un seul sport. Donc ça c'est très bien. À nous maintenant d'être attractifs pour conserver nos talents et les transformer en ce qu'on veut faire. Après, j'imagine que c'est pareil dans toutes les nations quand même. Globalement, le rugby, peut-être pas forcément... mais c'est quand même un problème qui doit être palpable pour tout le monde. Pour préparer cette émission, Romain, on a contacté plusieurs athlètes pour connaître leurs ressentis et leurs attentes. Je parle des athlètes évidemment professionnels. À l'approche des grandes séances sportives, forcément, ils ont quelques doutes. Et malheureusement, beaucoup d'entre eux nous ont dit avoir l'impression d'être un peu esselés, d'avoir le sentiment qu'ils doivent se débrouiller tout seuls avec les moyens du bord. Et ils regrettent
surtout, c'est ce qui est le plus ressorti, un manque de communication et d'information. Est-ce que toi, tu comprends et tu entends déjà, est-ce que tu entends et comprends leur inquiétude? Est-ce que tu es d'accord aussi avec ces feedbacks que nous, on a recueillis? Alors d'accord, je peux pas être d'accord si je sais pas qui est-ce qui fait ces feedbacks. Déjà, c'est un peu plus compliqué pour moi si j'ai pas les noms des athlètes parce que je me rends pas compte de quels athlètes ça peut être. Après, encore une fois, aujourd'hui, comme tu le disais, moi je suis là depuis janvier. Je fais partie de la fédération depuis 2017, en tout cas dans l'envers du décor. On avait jusque maintenant une organisation qui était avec 2 référents par spécialité, voilà, ça mettait beaucoup de monde, une grosse équipe. C'était voilà, et on a essayé de que ça soit vers le descendant ou vers le montant, de fluidifier la communication, donc de réduire cette équipe, où là on a une seule personne qui est vraiment référente pour nous sur chaque famille de disciplines. Ça permettra d'avoir plus de réactivité dans la communication. Après, je mets des doutes quand même sur le fait qu'on ne soit pas très communicant, parce qu'on essaie quand même de communiquer, mais si certains le ressentent, c'est qu'on ne le fait pas assez bien. Donc il faut qu'on se remette en question, il faut qu'on l'entende et qu'on se trouve des moyens pour le faire mieux. Et il faut aussi que, je pense que du côté athlète, parce que je l'étais aussi, on sache aussi répondre à des mails, répondre à des coups de fil, répondre à des textos, parce que c'est aussi parfois la communication, elle va dans les 2 sens. Donc, et c'est vrai que les athlètes, souvent quand ils ont la tête dans le guidon et qu'ils restent beaucoup dans leur activité, eh bien, le mail qui arrive de la fédération, parfois ils passent un peu aux oubliettes et puis ils répondent pas tout de suite, et puis finalement c'est dommage parce que ça fluidifie pas la communication. Mais encore une fois, ces exemples-là, pour les résoudre, il me faut les personnes qui sont en difficulté, et à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile d'aller les contacter pour pouvoir avoir une... Tu sais qu'il faut aussi que la parole soit libre, et quelquefois, ça passe aussi par une, je ne vais pas dire par l'anonymat, mais aussi par, en tout cas, la certitude que la parole soit libre. Donc voilà, après, écoute, on transmettra le message avec plaisir. Parce qu'aujourd'hui, très sincèrement, on a des responsables de discipline et de spé qui font vraiment le travail et qui sont vraiment proches. Alors, bien sûr, encore une fois, aujourd'hui, on suit à la haute performance, on suit 80-100 athlètes, de façon proximale. Donc, sur l'ensemble des athlètes qui peuvent exister, finalement, c'est pas énorme. Donc forcément, s'il y a des gens qui sont un peu sortis des suivis parce que leur niveau sportif ne nous permet plus de prioriser ces personnes-là, oui, forcément, on est un peu moins proche avec eux qu'on aurait pu l'être, ou on l'est avec d'autres. Et ça, c'est malheureux, mais malheureusement, on est obligé de faire des priorités. Et du coup, justement, pour revenir sur l'encadrement, l'accompagnement des athlètes, comment la Fédé, et notamment toi dans ton rôle de directeur de la haute performance, comment vous les aidez concrètement? C'est des stages, c'est la mise à disposition d'entraîneurs, suivi médical, du financement, des kinés, enfin voilà, concrètement, être suivi par la direction de la haute performance à la Fédération française d'athlétisme, ça veut dire quoi concrètement pour l'athlète? Il y a différents niveaux de suivi déjà, parce que c'est effectivement, tous les athlètes ne bénéficient pas du même niveau de suivi en fonction de ton niveau sportif, que tu sois un médaillé potentiel ou un qualifié potentiel au grand championnat, eh bien tu n'as pas le même niveau de suivi. Néanmoins, tu es sportif de haut niveau et tu peux aspirer à des choses. Donc effectivement, les stages de spécialité sont ouverts aux gens qui sont sportifs de haut niveau et qui sont sur liste ministérielle, et c'est proposé par les directeurs de spécialité, enfin les responsables de spécialité. Il y en a souvent 1, 2, 3 par an où les athlètes sont conviés, ils peuvent participer. Il y a donc un service de socio-pro à la fédération, donc socio-professionnel, qui va permettre à ces athlètes de avoir des solutions pour trouver soit un aménagement d'études, soit des aménagements sur leur boulot actuel, soit parfois même des possibilités d'avoir des subventions ou des contrats aidés. On a effectivement aussi tout le service médical, donc un médecin fédéral, un médecin des équipes de France, qui va s'occuper des athlètes de l'équipe de France, mais aussi du SMR, c'est le suivi médical obligatoire qui va correspondre à une prise de sang, un ECG, différents examens qui permettent qui sont obligatoires par rapport au ministère, et ça c'est géré par la fédération, et tous les kinés qui sont envoyés sur les stages aussi.
Bref, c'est vrai que les athlètes, en fonction de leur niveau de suivi dans la fédération, bénéficient de tout un panel de services qui sont à la fédération et qui sont organisés par la direction de la haute performance. Et est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, vous avez les moyens suffisants pour accompagner du mieux possible les athlètes ? Est-ce que tu penses que vraiment là, tout est réuni pour performer ou il manque encore des choses ? Les moyens, ils ne seront jamais suffisants. C'est malheureux, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait avec les moyens qu'on a. Et on fait au mieux avec les moyens qu'on a. C'est-à-dire que l'accompagnement, forcément, la première chose, c'est qu'il doit être priorisé. Donc, qui veut dire prioriser ? Ça veut dire qu'on doit s'occuper des deux publics qui nous sont ciblés, notamment par l'Agence nationale du sport, qui sont les médaillés finalistes potentiels. Donc ça, c'est le premier pan. C'est une vingtaine d'athlètes. C'est 8 athlètes identifiés par l'Agence nationale du sport. Ces 8 athlètes sont la cellule Performance 2024. Ces athlètes-là sont identifiés comme potentiels de médailles à Paris 2024. Là, l'agence demande de mettre le paquet sur eux. Et puis après, c'est la relève. Et la relève, c'est donc tous ces jeunes qui vont arriver pour 2028-2032. Ça, c'est aussi un grand pan. Mais entre les deux, vous vous rendez bien compte qu'il y a tous ces seniors qui sont soit en petite stagnation, soit en lent déclin. Et ces gens-là, ces athlètes, on nous demande d'un peu moins y mettre d'intensité dans le suivi. C'est des choix, je dirais, presque de politique nationale. C'est l'Agence nationale du sport qui nous donne ces injonctions-là. Donc, si on avait plus de moyens, forcément, humains et financiers, on pourrait suivre tout le monde à la même hauteur. Et puis, ce serait des gens peut-être qu'on pourrait accompagner et faire perdurer, et puis peut-être faire passer certains paliers. Aujourd'hui, c'est sûr que les moyens sont c'est normal, limités comme partout. Alors, sans revenir sur le côté politique d'une polémique qu'il y a eu l'année dernière, notamment du président lorsqu'il s'est adressé aux fédérations sportives et responsables sur le fait que l'investissement qui était fait au niveau du sport n'était pas forcément, entre guillemets, récompensé en termes de résultats. Est-ce que très concrètement, par rapport au public, là, si on parle des finalistes potentiels identifiés, est-ce que, en tout cas, les moyens pour ces publics-là et pour les générations, pour les prochains, pas pour 2024, mais pour ensuite, sont suffisants? Je précise juste que, Fred, tu fais référence au discours d'Emmanuel Macron, donc le président de la République et pas de la Fédération française d'athlétisme, qui a reçu les athlètes médaillés après les Jeux Olympiques de Tokyo, et qui a passé quand même une petite savonnette à tout le monde en disant que il attendait beaucoup plus, quoi. Et il a un peu balayé du revers de main. Alors je caricature, mais c'est pour tout le monde comprenne que finalement les moyens étaient mis à disposition en citant d'autres nations qui avaient des meilleurs résultats mais qui disposaient d'un budget alloué au sport inférieur à celui de la France. Voilà, pour contextualiser un peu les propos de Fred. Non, c'est vrai que les moyens qui sont mis à disposition des athlètes finalistes et médaillés potentiels sont importants. Ces athlètes-là reçoivent une bourse par l'Agence nationale du sport pour leur préparation, qui sont des sommes qui sont importantes et qui sont suffisantes, je dirais, pour leur préparation et pour assurer les stages, leur suivi médical, leur achat de matériel. Voilà, ça, il n'y a pas de problème. Mais ça se résume à 8 athlètes. 8 athlètes. Aujourd'hui, ces 8 athlètes, on les a vus, donc c'est des gens qui sont évalués sur leurs résultats à Tokyo. Il reste 2 ans et demi, il restait 2 ans et demi ou 3 ans avant les Jeux Olympiques de Paris. 3 ans, c'est très court pour construire une politique sportive, etc. Mais c'est aussi très très long. Il peut se passer énormément de choses. Vous le voyez cet hiver, Sirena Samba Mayela, blessée pendant quelques temps, championne du monde du 60 mètres haies en salle. Cette petite, nous on la connaît, on sait d'où elle vient, etc. Mais si on n'est pas de l'athlétisme, si on n'est pas du milieu même de l'athlétisme de la piste, on ne connaît pas Sirena Samba Mayela. Et elle éclot au grand jour. Donc là, elle va certainement être beaucoup plus suivie. Ils vont nous demander de mettre beaucoup plus d'attention sur elle. Mais des cas comme ça, on risque d'en avoir plusieurs. Et il faut espérer en avoir plusieurs qui vont monter et qui vont se révéler dans les 2 ans et demi qui viennent. Parce que 2 ans et demi dans la carrière d'un athlète, c'est énorme. C'est pratiquement la moitié d'une carrière de haut niveau. Donc nous, dans un monde idéal, ce qu'il faudrait, c'est avoir au moins autant de moyens pour pouvoir le mettre sur des gens qui sont en accession, et c'est à ce moment-là que c'est très important d'accompagner les athlètes. Les athlètes qui sont à très très haut niveau, bien sûr qu'il faut continuer à les accompagner, et ça il faut pas l'oublier, il faut continuer à y mettre le paquet, mais par contre il faut aussi aider les gens qui sont en accession, parce que c'est à ce moment-là qu'ils en ont besoin pour franchir des caps.
Donc voilà, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est l'attention qu'on essaie d'y mettre, c'est aussi les budgets qu'on essaie de mettre dessus sur eux, c'est les accompagner pour pas les abandonner, pour pas qu'ils se sentent abandonnés, pour pas qu'ils ne franchissent pas un cap. Parce qu'entre la formation où, eh bien, en France, on est très bon sur la formation, on a des très bons juniors, même très bons espoirs. Et puis après, la transformation vers le très haut niveau, eh bien, elle se fait plus difficilement. Et là, c'est là qu'on doit travailler. Alors, Romain, il y a un sujet que je souhaiterais aborder avec toi qui nous tient à cœur avec Guillaume, parce qu'on est passé dans l'ère des réseaux, notamment pour les athlètes, quelle que soit la discipline. C'est aussi souvent le passage obligé pour pouvoir avoir des contrats partenaires, voire équipementiers. Et on sait que c'est un exercice délicat qu'on peut pas tous se permettre sur les réseaux, et quand on voit certaines publications d'athlètes de haut niveau, voire certains de l'équipe de France, ça peut interroger. Est-ce que la Fédé, elle accompagne sur comme de la formation ou la maîtrise de ces outils-là, où les athlètes sont pour le moment livrés à eux-mêmes ou avec leur entourage propre direct, ou les équipes qui peuvent monter, est-ce qu'il y a une forme entre guillemets de coordination, sans dire que c'est la voix de son maître qu'il faut donner, mais peut-être un cadrage un peu plus professionnel sur certaines expressions qui peuvent relever du domaine personnel parfois. Voire même un accompagnement, parce qu'aujourd'hui c'est essentiel, on est à l'ère des réseaux sociaux et les athlètes ont aussi besoin de trouver des partenaires, et on sait qu'aujourd'hui il faut maîtriser les codes et ces outils-là, mais pour certaines personnes, pour certains athlètes c'est assez inné, pour d'autres c'est un peu plus compliqué, et on sait que si ils ne maîtrisent pas ça, ça va être compliqué d'un point de vue financement privé, là j'entends. Est-ce que vous, c'est un sujet où vous pensez que vous avez votre rôle à jouer, ou au contraire c'est à l'athlète, et ça s'entend aussi, de constituer une équipe et d'aller chercher des personnes pour l'accompagner, parce qu'on est dans l'extra sportif finalement et pas vraiment dans le sport. C'est quoi votre position par rapport à ça ? Alors, j'allais y faire référence, c'est vrai qu'on a des athlètes qui sont structurés, des athlètes qui sont entourés d'un attaché de presse, qui sont entourés d'un community manager, qui font plus en fait eux-mêmes le travail des réseaux sociaux, parce que ça prend énormément de temps, mais comme vous le dites, c'est très important aujourd'hui dans la société actuelle pour l'image, et donc pour les sponsors et pour les revenus. Donc on a certains athlètes qui l'ont fait, mais la majorité ne l'a pas fait. Et ce que nous on propose, c'est qu'aujourd'hui on a créé un collectif d'athlètes qui est un collectif d'athlètes en devenir, qui s'appelle Ambition 2024. Donc c'est 56 athlètes qui sont identifiés par le secteur Avenir, et qui vont bénéficier d'un accompagnement ponctuel sur des sujets comme cela, de formation. Ils vont être regroupés déjà pour créer une sorte d'esprit équipe de France, d'esprit de génération. 56 athlètes qui sont identifiés. Pourquoi eux ? Parce qu'ils sont sur des outils statistiques qui sont des couloirs de performance. Donc, c'est-à-dire que ce sont des outils statistiques qui amènent voir où ils vont mener les performances actuelles, et qui sont donc des finalistes potentiels pour Paris 2024. Alors vous allez me dire 56 athlètes Paris 2024, ça fait beaucoup. Mais effectivement, c'est quand on prend des performances qui sont assez loin d'une échéance, forcément on a un gros panel qui va forcément s'étioler, et comme une pyramide, venir en pointe pour les Paris 2024. Donc sur les 56, peut-être que 6, 7, 8, 10, 12 seront finalistes. Mais en tout cas, ces athlètes-là, il ne faut pas les rater. Et donc c'est pour ça qu'on part assez large. Et ces 56 athlètes donc d'Ambition 2024 ont participé récemment à Lyon, et en début d'année, fin d'année dernière à Cergy, à des rassemblements de 3-4 jours, où ils bénéficient non seulement de témoignages de grands sportifs, Marie-Josée Pérec, Teddy Tamgo, qui viennent parler de leur carrière, des problématiques, mais aussi des thèmes comme la prise de parole en public, les réseaux sociaux, la psychologie, la prise en charge de l'aspect psychologique et de la préparation mentale. C'était dernièrement à Lyon aussi un aspect plus diététique, culinaire, avec comment préparer un repas adapté, équilibré, éco-responsable. Voilà. Donc c'est l'ensemble de ces thèmes c'est comme ça qu'on peut essayer, nous, de façon ponctuelle, d'apporter des outils aux athlètes. Après, c'est à eux de les développer, ces outils, et de se les approprier. Nous, par contre, notre devoir, c'est de les mettre à disposition des athlètes, et de pouvoir les accompagner dans cette démarche-là. Alors, justement, tu as employé un mot moi, qui m'intéresse beaucoup, parce que tu as parlé du collectif Ambition 2024. Globalement, dans l'esprit des gens, et qu'il soit en interne, athlétisme, course à pied ou à l'extérieur, l'athlète c'est avant tout des disciplines individuelles, peut-être à part les relais, mais globalement chacun concourt pour lui.
quelle est la place du coup d'un collectif et comment créer un collectif dans une multitude en plus de disciplines individuelles qui globalement, enfin par exemple entre le lasseur de marteau, le marathonien et le coureur ou la coureuse de haies, il n'y a pas forcément beaucoup de convergence. Comment on arrive à créer un collectif et est-ce que tu penses que c'est essentiel finalement à la performance d'une équipe de France? Alors, essentiel, je dirais peut-être pas, c'est pas ce terme-là. Mais par contre, ça participe à la performance de l'équipe de France. Et c'est très important d'avoir ces ambiances du groupe France, de l'esprit équipe de France lors des rassemblements. Alors c'était quelque chose, et on en parlait tout à l'heure en antenne, qui avait été mis en place par Gagny Yalouz sous son mandat entre 2010 et 2016, là, quand il avait mis en place notamment des grands rassemblements en Afrique du Sud d'équipe de France où se côtoyaient les athlètes de toutes les disciplines. Et c'est quelque chose qui a été un peu abandonné par la suite et qu'on a la volonté de remettre en place. Parce que pour nous, c'est très important. Il y a deux choses à remettre en place pour moi qui sont très importantes. C'est d'un côté cet esprit équipe de France et le cadre aussi de fonctionnement. C'est-à-dire que quand on est athlète de haut niveau, on a énormément de droits, mais on a aussi des devoirs, des contraintes, des choses qu'il faut respecter. Parce que ça fait partie de la vie en collectivité, en collectif. Et cet esprit équipe de France, il est important de le redévelopper. Et comment le redévelopper? C'est le redévelopper en amont des grandes compétitions. Parce que c'est pas le jour où on arrive sur la grande compétition qu'on peut développer. Là, c'est le moment où on doit être égoïste. C'est le moment où on doit penser à sa pomme. On pense à sa pomme, mais par contre, entouré de tous les autres qui sont en fait un petit peu l'énergie positive autour de nous. Si elle n'existe pas, si elle n'est pas créée avant, elle ne sera pas créée à ce moment-là. Donc la volonté, c'est de créer donc des rassemblements équipe de France en amont des grands championnats, un peu en amont de toute la pression qui va monter, pour que les gens puissent apprendre à se découvrir, partagent des moments ensemble, de convivialité, de jeux, moi j'ai des souvenirs de jeux de loup-garou, de Uno, qui entre des lanceurs de javelot, des demi-fondeurs, et les mecs ça rigolait, mais c'est énorme. Et à ce moment-là, ces moments-là de convivialité, ils vont avoir une résurgence quand on va se retrouver au moment de tension extrême d'avant-championnat. Ce petit sourire en coin, cette petite complicité, voilà. Et c'est ça qui crée un esprit équipe de France, qui est le petit mot quand on le croise dans le couloir et qu'on fait « Allez, tout à l'heure, t'envoies, rappelle-toi ». Et voilà, il y a des choses qui se créent en amont et qu'il faut continuer à créer. Et nous c'est quelque chose avec toute l'équipe qui est avec moi, qu'on a vraiment l'intention de recréer. Ça se recrée non seulement par discipline, mais ça se recrée aussi pour l'équipe de France. Par discipline, je vais prendre un exemple qui va vous parler peut-être encore plus à vous, mais les marathoniens actuellement, il y a l'équipe du marathon autour de Patrice Benelli, le responsable de la spécialité, qui recréent vraiment une grosse dynamique de coureurs. On voit le résultat sur les performances. Alors, certainement que ça en fait partie, il n'y a pas que ça, mais ça en fait partie. C'est-à-dire que les autres coureurs, ils reviennent en stage ensemble. Ils sont demandeurs de venir en stage ensemble, de s'entraîner ensemble, de partager des séances. Et vous savez comme moi que l'émulation, tirer l'autre vers le haut, quand ça va pas, eh bien on s'accroche. Quand ça va bien, eh bien on est moteur. Voilà, ça c'est très important. Et si les gens ne s'entendent pas et qu'ils passent pas du temps ensemble, ça n'existera pas. Justement, en parlant de grandes échéances et de championnats, Paris 2024, je le disais, à 27 mois, à la date où on diffusera cet épisode, c'est dans longtemps, mais c'est quasiment aussi demain. Est-ce qu'on peut être optimiste sur nos chances de médaille en athlétisme? Quel est ton avis par rapport à ça? Est-ce qu'il est rassurant ou il est plutôt pessimiste? Alors, il y a des choses que j'aime pas faire, et ça en fait partie, c'est-à-dire faire des projections sur les médailles et sur les résultats, parce que on connaît tous le sport de haut niveau, et le sport de haut niveau, c'est pas de la prédiction, c'est le propre du sport de haut niveau que d'avoir un résultat qui est aléatoire. Même quand on est presque sûr d'avoir une médaille, on peut ne pas l'avoir. Et certaines disciplines en athlétisme plus que d'autres. On en parlait tout à l'heure. Aussi. Et inversement, bien sûr, il peut y avoir des très belles surprises. Donc effectivement, c'est quelque chose que moi j'aime pas faire, parce que le meilleur moyen de devoir recompter les médailles après, c'est de les avoir comptées avant, parce qu'effectivement on va devoir les recompter. Ce sera pas la même chose du tout. Donc, ou très rarement. Donc voilà, c'est un exercice que j'aime pas trop faire. Néanmoins, il faut être optimiste. Il faut être optimiste parce qu'on a une génération et on a des jeunes
qui arrivent, j'en parlais tout à l'heure, dans plein d'épreuves, qui ont été champions du monde junior, qui font des performances qui sont extraordinaires par rapport à leur tranche d'âge. Je parlais d'un Sacha Zoya, je parlais d'un Jeff Arius, je parlais d'un Erwan Konaté en longueur, voilà, une Sirena Sambamela qui vient de faire cet hiver. Tous ces jeunes peuvent encore, sont dans une période de leur carrière où ils progressent vite et ils peuvent créer des surprises. Et puis on a des cadres qui, eux, sont implantés en équipe de France depuis un moment. On les voit peut-être parfois vieillissants, mais ils continuent à gagner des médailles. Exemple, cet hiver, Pascal Martino-Lagarde. Tout le monde dit il est vieux, il avance plus. Pascal Martino-Lagarde, c'est une médaille à chaque fois, quoi. Donc voilà, c'est des assurances touristes pratiquement. Donc c'est des gens comme Quentin Bigot, comme Alexandra Tavernier, comme Kevin Mayer, Renaud Lavillenie, qui lui aussi est encore là et qui, dans un contexte mondial qui est très relevé, peut encore tirer son épingle du jeu. Donc non, il faut, je pense, être optimiste. Et puis pourquoi pas avoir des très belles surprises. On a des épreuves où on a des gens qui sont finalistes potentiels. Et vous savez qu'une fois qu'on est en finale, tout peut se passer. Donc il faut. Moi, je m'hasarderai pas à compter les médailles maintenant, surtout pas. C'est pas mon travail. Je travaille pas pour une agence de paris en ligne, donc je vais pas faire ça. Par contre, mon travail, moi, c'est de les accompagner au mieux, de mettre les moyens de l'accompagnement et de leur donner. Moi, j'ai une obligation de moyens. L'obligation de résultat, on me la met, les médias me la mettent, les instances me la mettent, l'obligation de résultat. Mais par contre, moi, mon vrai travail, c'est l'obligation de moyens. Si je ne suis pas pro et qu'on ne met pas en place avec mes équipes quelque chose qui est très carré, suivi par tout le monde, et où on a donné les moyens aux gens de réussir, là, on pourra s'en vouloir. On a quand même envie d'entendre la Marseillaise sur le Trocadéro en 2024. Ce serait, et puis un maximum de fois en course à pied. Donc évidemment, même si je sais que tu n'as pas de boule de cristal, on peut quand même avoir les premières tendances. J'en ai donné quelques-unes quand même. Oui, c'est vrai. Et justement, tu faisais référence aux espoirs qu'on peut avoir. Je dirais le parent pauvre, entre guillemets, de l'athlétisme français semble être, et depuis de longues années, le demi-fond. Surtout le demi-fond long, hein. On va partir du 1500. Alors steeple, on a une école de steeple qui s'est développée depuis Bob Tari, puis après il y a eu Mayedine Mekissi, maintenant il y a eu Johan Koval et maintenant Djilali Bedrani. Or le steeple, entre le 1500 et le 10 000, il n'y a pas grand-chose. On a l'impression, avec tout le respect que j'ai pour l'ensemble des athlètes de haut niveau en France, attention, le marathon semble avoir une nouvelle vie, surtout le marathon masculin. On voit que le féminin ça avance, mais c'est quand même pas totalement au même niveau. Parce que est-ce que les 2 ans qui nous séparent de Paris 2024 peuvent quand même nous laisser espérer que sur la course, vraiment on va dire de la course, hein, pour les coureurs, les coureuses, on est quand même des espoirs de médailles un peu plus importants, parce que si on le regarde aujourd'hui, on se dit, il y a, voilà, c'est pas le désert, mais c'est pas trop ça, et peut-être encore plus chez les féminines, parce qu'on a toute une génération autour de Jimmy Gressier sur le demi-fond, mais plus loin. Après, il y a un niveau international qui est extrêmement élevé aussi dans ces disciplines-là, évidemment. Une concurrence qui est féroce. Bien sûr, oui. J'allais y venir. Hein. C'est vrai qu'on a un contexte international qui est monstrueux. Les pays des hauts plateaux, aujourd'hui, pays scandinaves aussi. Aujourd'hui, qui sont relayés par des pays européens ou même les États-Unis qui performent très fort dans certaines disciplines demi-fond. Parce que là, on va se centrer sur le demi-fond. Après, je dirais pas que c'est le désert, parce que on a aujourd'hui des générations, notamment chez les hommes, et tu en parlais, Fred. Il y a vraiment des générations, une grosse densité. On a aujourd'hui les minima internationaux sur 1500 mètres, c'est 3,35. Aujourd'hui, en France, on a 5-6 mecs qui sont capables de faire moins de 3,35. 6-7 mecs même. Donc on a une belle densité. Par contre, pour faire une médaille, c'est pas 3,35 qu'il faut faire, c'est 3,30, voire même moins de 3,30 quand on regarde les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc c'est vrai que c'est un gap qui est phénoménal. Par contre, on a des jeunes qui continuent à progresser. Tu prenais Jimmy Gressier, il y a Hugo Hé aussi qui est en progression fulgurante sur 5000. On va sur 3000 mètres steeple, on va parler de gens comme Louis Gilavert, comme Alexis Fely qui a fait 13e aux Jeux Olympiques. Voilà, ce sont des garçons qui progressent, à qui il faut laisser le temps. Ce sont des disciplines qui demandent beaucoup de travail. Énormément, tu le sais mieux que moi. Donc voilà,
c'est vrai que c'est pas facile, mais par contre, il y a une grosse dynamique qui est mise en place. Et même chez les filles, on a une dynamique qui est mise en place avec Aurore Fleury, qu'on a vu cet hiver au championnat du monde en salle, et des jeunes comme Bérénice Fulchiron. Chez les filles, il y a encore Renelle Lamotte sur 800 mètres. Enfin, voilà, il y a des filles qui peuvent participer à cette... Voilà, il faut leur laisser un peu de temps. Je ne vais pas vous dire qu'elles feront des podiums, parce que comme tu le disais, Guillaume, il y a un niveau international qui est monstrueux. Il ne faut pas se le cacher. Aujourd'hui, quand tu vois des Sifan Hassan, c'est notre planète. C'est notre planète. Mais par contre, il ne faut pas s'interdire quelque chose. Oui, et puis on a déjà vu aux Jeux Olympiques, je pense à Rio, des surprises sur 1500 mètres. Donc des fois, avec des grands coureurs éthiopiens qui n'étaient pas forcément au rendez-vous sur les grands championnats. Tout est possible. On peut garder un peu d'espoir quand même. On en parlait justement en antenne avec Romain, c'est-à-dire que l'avantage des courses de demi-fond et de fond, c'est qu'elles sont tellement tactiques qu'avec un niveau international, mais entre guillemets moyen, par rapport au top élite mondial, tu peux avoir une médaille. On parlait des JO de Tokyo, personne ne pensait que Bachir Abdi, le Belge, allait faire 3e sur marathon. Il est arrivé avec un chrono de 2h05 qui est hautement respectable évidemment, mais au niveau international, il a 50 gars devant lui. Mais il est podium JO. Et même sur un 1500 mètres, aujourd'hui, on a des athlètes qui ont fait des médailles, pas des Français, mais des Centrovitz, des Nick Willis, qui, dans les meetings, ne jouent jamais les premiers rôles parce que le train est trop élevé. Par contre, qui ont un finish et un kick. Vous savez, c'est 250 derniers mètres, là où on met l'accélération. Eh bien, nous, on a des profils comme ça. Un Alexis Mielet. Oui, évidemment. Ouais. Voilà, ils savent le faire. Donc, c'est des garçons qu'on va pouvoir voir briller. Il faut encore une fois, et c'est souvent ce sur quoi j'appuie, une fois qu'on est en finale, rien n'est impossible. Voilà, il faut y rentrer dans cette finale. Mais par contre, quand on y est, rien n'est impossible. Merci infiniment, Romain, de t'être prêté à cet exercice. Ça a été un plaisir d'en savoir un petit peu plus sur... l'organisation de cette équipe de France et puis voilà, savoir un peu la tendance au sein de cette organisation-là. C'est quoi quelles sont les prochaines échéances maintenant pour toi ? Alors les prochaines échéances, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler cette année parce qu'avec les 2-3 années de pandémie qu'on a eu avant où il y a eu beaucoup d'annulations, on a une année assez dense en championnat. Donc on a notamment en France à passer en Bretagne la Coupe d'Europe de 10 000 mètres qui se déroule fin mai. On enchaînera sur les championnats de France élite à Caen, qui seront le passage obligé pour participer aux championnats d'Europe et du monde. Championnats du monde qui vont se dérouler à Eugene mi-juillet et les championnats d'Europe de Munich qui vont se dérouler mi-août. Et puis peut-être un petit peu plus loin, mais pour en parler parce que c'est important aussi, il y aura les championnats du monde de semi-marathon en octobre en Chine et les championnats du monde aussi de trail en Thaïlande, à Chiang Mai au mois d'octobre aussi. Eh ben écoute, on va suivre ça de très près et puis on espère quand même quelques petits résultats parce que voilà, même s'il ne faut pas tout résumer aux médailles, ça fait quand même plaisir d'entendre la Marseillaise. Mais bien sûr. Non, mais encore une fois, je ne veux pas m'hasarder dans les pronostics, mais ayons des résultats. Merci beaucoup et puis je te dis à très bientôt et je te propose Fred maintenant qu'on passe à la rubrique actualité si t'es ok. Merci Romain et puis ok. C'est parti, merci. Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café. La rubrique actualité, chaque mois, on vous dégote les bons plans et les nouveautés dans le monde du running. Et j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Manu du site Wanna qui va nous parler d'une nouvelle équipementier, je crois, qui vient justement d'être partenaire de cette équipe de France. Avant, c'était ASICS. Et aujourd'hui, qui est le nouveau partenaire ? Alors, il n'y a pas qu'un nouveau partenaire, il y a 2 nouveaux partenaires, puisqu'on va aussi parler de la marque Shox, qui est le nouveau partenaire musical de la Fédération d'athlètes, puisque la marque de casque audio a signé un partenariat en fin d'année 2021 avec la Fédération. Et puis le nouveau partenaire de la Fédé, le partenaire équipementier, qui signe le retour d'Adidas aux fonctions, puisque après quelques années avec ASICS, c'est Adidas qui a repris le flambeau. Alors, tu vas nous parler d'Adidas et de Shox, j'imagine, puisqu'ils sont à l'honneur. On fait un épisode un peu tourné autour de la Fédération française d'athlétisme. Voilà, le running, il y a énormément de nouveautés. Donc, comme j'essaye toujours un petit peu de me coller au sujet de l'émission, et donc là, on parlait de fédé d'athlètes, donc j'ai essayé de trouver des nouveautés
des partenaires de la fédération. Et des équipements de l'équipe de France disponibles, parce que moi je me souviens, il fut un temps, je ne sais pas si tu as connu, il y a quelques années, on ne pouvait pas trouver les maillots, les t-shirts de l'équipe de France. Alors dans le football, quand on est un supporter de l'équipe de France de football, on pouvait avoir le maillot de l'équipe de France. En athlétisme, c'était pas possible. Il y avait même un marché noir, hein, je me souviens, où certains athlètes revendaient à des prix un peu ahurissants des maillots de l'équipe de France. Et maintenant, je crois savoir que ils sont disponibles sur notamment, je crois sur iron.fr. On peut se procurer maintenant un survêtement officiel, un sac à dos, un maillot, ce genre de produits dérivés de l'équipe de France. Ouais, effectivement, c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est vrai que le foot a toujours été précurseur sur le côté supporter et puis le fait d'avoir le même maillot que les joueurs sur le terrain. Et puis c'est vrai que nous on était peut-être un peu puritains en se disant non, ça se mérite, ça se mérite. Je suis pas en équipe de France, je peux pas porter le maillot de l'équipe de France. Et c'était puis même mal vu de part de. Ouais, c'est vrai, on passait pour des prétentieux. Mais ça existe encore, hein, quand tu regardes les réseaux, ce type de réaction de manière assez surprenante existe encore, comme si effectivement, comme si le fait de porter le maillot de l'équipe de France d'athlétisme, t'essayais de faire croire que t'es en équipe de France. Non, tu supportes simplement ton équipe, voilà. Ouais, et puis souvent ça se voit quand on court. Moi, quand je cours avec un maillot de l'équipe de France, je vois bien que je suis pourrais faire du poids. Et puis c'est vrai qu'on a dit 2 partenaires, mais il y en a 3, puisque Iron qui nous accueille aujourd'hui dans le studio qui distribue. Et la boutique officielle de l'équipe de France et puis de la fédération d'athlètes. Donc tous les produits spécifiques fédération d'athlètes sont disponibles sur le site iron.fr. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Je vois que tu as pris des écouteurs, il faut que tu nous les décrives. Alors moi j'en ai, je tiens d'ailleurs à faire un petit message parce que la sécurité est extrêmement importante et je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs et auditrices, peut-être même en ce moment même, il y a des gens qui nous écoutent en courant dans les grandes villes, que ce soit Paris, Marseille, Lyon, Bordeaux. Et puis ça peut être dangereux quand même d'écouter de la musique ou un podcast en courant parce qu'il y a des raisons de sécurité, il y a des voitures, il y a plein de raisons de sécurité. Et du coup, ça c'est une solution qui peut être très utile à nos auditeurs et auditrices. Ouais, voilà, on va parler de la marque. Alors, on a dit Shocks tout à l'heure, mais en fait, historiquement, c'était une marque qui s'appelait Aftershocks. Alors là, ils ont pris un gros pari fin d'année 2021, c'est de changer leur nom pour coller un peu plus au produit. Et moi, j'ai trouvé que c'était très risqué quand même, parce que changer le nom d'une marque quand elle commence à être établie, parce que c'est vrai que c'est les casques à conduction osseuse, c'est quand même ça fait un petit moment que ça existe. Et je me suis dit waouh, ça fait pas un an qu'ils existent, donc changer de nom c'est quand même très risqué. Hein. On connaît le côté marketing. Et tout. Et donc là, c'est vraiment, ils ont revu toute leur gamme. C'est vrai qu'ils avaient une gamme avec des produits avec des noms un peu exotiques et tout. Des fois, c'était difficile de se dire est-ce que ça me correspond, etc. Donc, ils ont tout revu. Il faut savoir que, alors on va expliquer un peu le concept pour ceux qui connaissent pas trop. Donc, les casques à conduction osseuse. Un casque, comment ça marche? C'est des petits haut-parleurs en général. Les petits haut-parleurs, ça fait vibrer l'air qui se trouve à proximité de l'oreille et ça envoie des informations aux nerfs auditifs qui sont dans votre oreille. Donc en fait, un casque classique, il y a un petit haut-parleur qui va faire vibrer l'air et ça fait du son. Enfin, vous percevez du son. Et bien là, la différence, c'est qu'au lieu de faire vibrer l'air, elle va faire vibrer les os qui se trouvent aux alentours des oreilles. Et donc, ça va activer les terminaisons nerveuses exactement comme si c'était une vibration de l'air. Donc la société Shocks est précurseur sur le sujet et donc elle a déposé plus de 1000 brevets et elle améliore en permanence ses produits. Donc la nouvelle gamme, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Moi j'ai dit oui, ça fait finalement pourquoi pas les avoir appelés comme ça. Donc il y a 4 modèles qui s'appellent Open Run, Open Swim, Open Move et Open Com. Donc Open Run, j'ai pas besoin de vous faire trop de dessins si vous connaissez un peu l'anglais. Voilà, c'est vraiment pour courir, mais pour faire du sport de manière générale. Open Swim, là c'est vraiment des modèles qui sont spécifiques pour aller dans l'eau. Donc là c'est pas des modèles qui seront connectés avec votre montre ou votre téléphone. Ça va être un lecteur MP3 qui sera inclus dans le casque et qui va vous permettre de nager en musique ou en écoutant dans la tête d'un coureur, en attendant dans la tête d'un nageur peut-être. Un jour peut-être.
Et Open Move, ça va être plus spécifique pour yoga, fitness. Yoga, il y en a souvent qui écoutent leur maître yogi parler pendant qu'ils font leur séance. Et puis OpenCom, là, on est vraiment plus dans un modèle plus professionnel avec un micro qui vient devant la bouche et tout ça. Donc c'est vraiment plus pour le monde professionnel, pour ceux qui passent beaucoup d'appels dans la journée. Donc vous avez compris, nous, on va utiliser en tant que coureur plutôt les modèles Open Run. Ouais. Donc il y a 2 modèles Open Run. Alors c'est extrêmement simple. Alors il faut que je le décrive. On en a parlé avec Guillaume hors antenne. En fait, il y a deux petits morceaux qui viennent se coller sur vos tempes. Et puis ensuite, ça s'appuie sur le haut des oreilles. Et on a une barre flexible qui passe à l'arrière du crâne. Et franchement, en termes d'ergonomie, Guillaume, toi, si tu utilises, ça bouge pas. Ça bouge pas. C'est vraiment nickel. Ça bouge pas. C'est léger. C'est sécuritaire du coup parce que tu entends tout ce qui se passe autour de toi. Et c'est vrai qu'il y a une autre marque très célèbre qui vend des écouteurs, mais reliés à un fameux téléphone, des écouteurs blancs. Le problème, c'est que souvent, ils sont isolés. Et je ne sais pas si tu as déjà essayé de courir avec des écouteurs isolés, mais en fait, tu as un bruit de rebond quand tu cours qui est assez dérangeant, tu vois. Et du coup, moi, ils sont complémentaires. Voilà, je les utilise vraiment pour le sport. Et plus, alors moi, personnellement, plus pour écouter des podcasts, parce que je trouve que la musique, ça rend quand même, c'est un peu différent. C'est une qualité d'écoute qui est un peu différente. Par contre, moi, j'ai un peu de mal avec la musique, mais pour le podcast, c'est génial. Effectivement, et ça tombe bien que tu parles de ça, puisque la nouvelle version, donc ils travaillent beaucoup sur, effectivement, il y a des reproches sur les basses. On en parlait avec le producteur de l'émission que je ne nommerai pas tout à l'heure. Il parlait des basses. Et effectivement, dans les derniers brevets qui ont été sortis, il travaille vraiment sur cette spécificité. Et la nouvelle, donc on a 2 versions qui sont sorties là, la version Open Run et la version Open Run Pro. Je ne sais pas pourquoi il parle Pro. A priori, il y a une autre marque qui utilise ces terminologies. Alors, la différence, en gros, entre la version normale et la version Pro, on passe de 8 à 10 heures d'autonomie. La version Pro, il y a un système de recharge rapide. Donc, c'est idéal parce qu'en 5 minutes, on va gagner 1h30 d'autonomie. Donc, je vais courir, je m'aperçois que je ne suis pas du tout chargé. Ce qui arrive souvent. Voilà, ce qui arrive assez souvent. Ça arrive avec les montres aussi. Et donc, on la met en charge, le temps de se changer, de préparer les dernières petites affaires, de mettre en route la montre. Et puis voilà, vous avez gagné 1h30 d'autonomie. Bon, ça suffira pour la plupart des entraînements. Bien sûr. Combien ça coûte, Manu? Passons aux choses sérieuses. Combien est-ce que ça coûte? Alors, le modèle Pro est à 180 €. Ok. Ce qui n'est pas donné quand même. Ce qui n'est pas donné, mais finalement, quand on le compare à la fameuse marque qu'on citait tout à l'heure, il y a le même niveau de fonctionnalité. C'est-à-dire que j'ai des micros qui sont autour, qui vont gérer des micros anti-bruit pour assurer qu'ils écoutent les bruits extérieurs pour vraiment optimiser le son. Et maintenant, donc, vous avez 2 modes. Il y a un mode plus podcast, on va dire, donc qui va être vraiment optimiser les réglages pour la voix. Et puis il y a un mode standard qui va être plus pour écouter de la musique. Tu en as toi, Fred, ce type d'écouteur, ou t'as pas encore essayé? Écoute, moi j'en ai depuis assez longtemps. Mais oui, mais je crois que t'étais même le premier du podcast à en avoir. Exactement, parce qu'un coup j'avais mis les pieds dans une boutique de running, tout simplement, et on m'en avait parlé, et sincèrement, je pensais qu'on m'en fumait un peu, que c'était un peu du blabla, nouvelle technologie. Et j'avais essayé, et j'avais trouvé ça vraiment bluffant. Parce que comme tu le dis, quand tu as du bruit autour, tu entends quand même le bruit. Et effectivement, si tu aimes courir avec de la musique, tu entends tout ce qui se passe autour. Et c'est quand même, c'est très sécurisant en fait. Franchement, et tu as quand même, moi je trouve, une qualité d'écoute, même pour de la musique. Qui est assez bonne. Alors évidemment, ça vaut pas les casques que tu mets sur les oreilles, qui te couvrent bien les oreilles. Et suivant le type pour écouter de la musique classique, c'est certainement moins adapté. Pour écouter des choses un peu plus rythmées, comme ça m'arrive, des fois, ça peut aller. J'aimerais pas. Et puis effectivement, après, on a Fred donne le très bon exemple, mais on a aussi des gens qui sont qui n'aiment pas avoir des éléments dans les oreilles, parce qu'effectivement, on a tous des oreilles différentes, on le voit bien, les trous sont plus ou moins gros et tout, donc il y en a qui ne supportent pas de mettre quelque chose dedans, donc parce que c'est trop petit et tout ça, donc ça leur fait mal.
Et Ça, puis c'est après, donc ça c'est les intra-auriculaires, hein, ceux qu'on rentre dans l'oreille. Et puis les extra-auriculaires, donc c'est les gros casques qu'on a en ce moment classiques, quoi. Et là, c'est vrai que ça tient vite chaud. Et Non, puis, c'est- si ouais. on transpire, c'est absolument... très hygiénique, moi, je ouais. vois des gens courir avec ça. Des fois, je me dis... Bah, mais l'hiver, ça comment peut ils font être, ça peut tenir chaud l'hiver, mais C'est un bon argument, ouais. c'est vrai que les Shox, ce qui est pratique, c'est que tu les Non, nettoies très facilement. Ça, c'est quand même Ouais. c'est très hygiénique. Donc Et, voilà. et bien sûr, ça, alors, il marche très bien avec les montres Garmin qui ont le mode musique, etc. Ça marche super bien. Même au travail, c'est si tu travailles à côté de personnes et que tu veux quand même garder une oreille, c'est intéressant. Moi, je les utilise aussi beaucoup quand je bosse pour pouvoir rester disponible et pas être trop coupé du monde. Tu vas nous parler maintenant d'une paire de chaussures pour clore ce programme. Alors c'est vrai que quand on parle chaussures, on parle souvent écologie, durabilité, etc. On en a Et c'est une très bonne chose. Il faut maintenant, en tant que consommateur, à faire des achats responsables et essayer de trouver des articles qui durent dans la durée, qui résistent bien, qui vieillissent bien. Ce qui était le cas avant, c'est vrai qu'on a une petite période où moi j'ai eu l'impression en tout cas que les chaussures étaient de plus en plus fragiles, de plus en plus chères et de plus en plus fragiles. Et qui pouvaient se faire des trous au niveau du pouce, tu vois, où chaque marque avait un peu leurs défauts. Donc j'espère que là, cette chaussure-là va être résistante. Ouais, tout à fait. Alors, bien sûr, alors j'ai pris le modèle Adidas Solar Glide 5. Alors c'est intéressant parce que moi j'avais testé le 1, qui était déjà assez intéressant, hein. Donc on a une semelle qui est un mix de semelle EVA, donc classique, et puis la fameuse semelle Boost d'Adidas. C'est bon, ouais. Alors, ce qui est intéressant, j'aime bien moi l'évolution des chaussures, c'est-à-dire qu'entre le modèle 1 et le modèle 5, on voit Fred m'a fait la remarque, il me dit mais je connaissais, ils avaient déjà sorti, elle a bien évolué et tout. Donc côté, c'est vrai que pour l'historique, il y avait chez Adidas, il y avait c'est vrai que les ingénieurs et les designers sont toujours sur un fil parce qu'il faut fidéliser les gens, parce qu'il y a des gens qui achètent le modèle 3, puis comme ils étaient super contents, quand le 4 il sort, Guillaume fait pareil avec ses iPhones, hein, de toute façon on sait très bien. Donc il faut vraiment fidéliser et puis essayer de trouver rester dans l'air du temps. Et puis trouver des nouveaux utilisateurs. Faire plaisir aux anciens et faire plaisir aux nouveaux. Et puis faire plaisir aux nouveaux. Donc il faut garder vraiment l'ADN du modèle et puis essayer de l'améliorer, et puis souvent de gagner en poids, hein, parce que souvent c'est le poids qui est important. Et chez Adidas, ils avaient eu un petit souci avec un modèle de trail qui s'appelait à l'époque la Supernova Riot. La 5 était un carton à l'époque dans les trails, donc ça fait une petite dizaine d'années. Hein. On voyait que celle-là, tout le monde avait ce modèle. Et puis quand ils ont sorti la 6, ils ont fait beaucoup de modifications et elle n'a pas du tout plu. Alors ça a été finalement un mal pour un bien pour Adidas parce qu'après ils ont vraiment séparé les modèles route et les modèles trail en créant ce qu'ils appellent maintenant la gamme Terex. Et vraiment du coup ils ont retrouvé vraiment des super modèles de trail. Et donc mais c'est là qu'il faut vraiment faire attention pour eux de vraiment rester dans quelque chose de proche du modèle antérieur. Donc alors je parlais d'écologie. Donc vous savez, vous connaissez l'anatomie d'une chaussure, hein. Oui, donc on parle de la oui. tige. La tige est faite avec du mesh. Ouais. Et historiquement, donc Adidas travaillait avec l'ONG qui s'appelle Parley. Parley, c'est eux qui ramassent le plastique qui est dans les océans et ensuite ils le convertissent en fil pour faire des produits comme ceci. Et donc c'est basé sur l'éco-conception. Donc historiquement, Adidas avait une gamme Parley qui était spécifique. Donc il y avait des modèles, il sortait je sais plus s'il y a une Solar Glide et une Solar Glide Parley, je crois. Et donc maintenant, en fait, ils utilisent deux matières, Prime Blue et Prime Green. Donc Prime Blue, c'est fait en relation avec Parley. Donc c'est le plastique des océans qui est recyclé. Et Prime Green, c'est issu du plastique recyclé, des bouteilles d'eau. Alors je vois que Fred il a une belle bouteille. Une gourde. Il n'y a pas de plastique ici. Une gourde dans la tête d'un coureur. Mais effectivement, les bouteilles plastiques que vous utilisez pour boire de l'eau, qui sont recyclées souvent par votre collectivité locale, elles sont réinjectées dans une filière de recyclage. Et donc ça permet de de renouveler le plastique et de le mettre par exemple sur des chaussures. Alors c'est une chaussure. Parlons plus usage, parce que tu sais qu'ici on préfère parler usage que technologie. Elles sont faites pour quel type de coureur, quel type de distance. Parle-nous avec des mots simples, s'il te plaît, Manu.
Alors, moi, je trouve qu'elle est très intéressante parce que justement, c'est une chaussure passe-partout. Elle est assez confortable, donc vous allez pouvoir faire des sorties longues. Moi, j'ai fait jusqu'à 20 km sans problème. Elle est très très confortable, vraiment l'intérieur. Donc plutôt une c'est chaussure très doux. polyvalente. Ouais, c'est polyvalent. Elle fait 320 grammes en 42. Donc du coup, pour une séance rapide, voilà, si on n'est pas Kipchoge, ça se passe relativement très bien. bien. Il y a ce qui est très intéressant aussi, et moi c'est vrai que je suis de plus en plus attentif à ça. On n'en parle pas assez souvent, je trouve, c'est le grip. Parce que c'est quand on fait une séance de fractionné et puis qu'il faut C'est accélérer, que c'est un petit peu humide, c'est là qu'on voit la différence entre un bon grip et un mauvais grip. J'ai déjà eu le cas, moi, avec des chaussures d'une marque japonaise, je crois. Et sur piste, tu glissais, quoi. Et c'était limite dangereux. Et voilà. Ouais, parce c'est que pas ASICS, hein, je tiens à préciser, qui ont un très bon grip pour le coup. Mais voilà, c'était notre marque et je glissais beaucoup. Et du coup, j'ai plus jamais arraché cette chaussure, quoi. Donc là, depuis presque une dizaine d'années, Adidas, ils ont bien vu que ils atteignaient les limites en interne. Donc ils ont trouvé un partenaire externe. Donc ils ont travaillé. Le plus simple, c'est de travailler avec des équipementiers spécialisés dans le pneu. Donc Adidas bosse avec Continental depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et ça fait des grips vraiment que je trouve très intéressants. Et là, il est bien réparti sur toute la surface. Sachant quand même que la partie grip qui est intéressante quand on est coureur, c'est vraiment sur l'avant. C'est ça qui va permettre de propulser. Donc là, vraiment un super grip. Là, c'est vrai qu'on n'a pas une super météo en ce moment. Donc j'ai pu le tester. Moi, j'ai des coins où il y a des ponts en bois et puis des bétons avec un peu glissant là. Et vraiment, moi, je suis très content. Alors, tu penses que c'est plutôt, donc du coup, si je résume, Manu, on est plutôt sur une chaussure polyvalente, idéale pour faire des séances quotidiennes, mais peut très bien aussi s'adapter à des séances un peu plus rapides, de fractionner, de fall track, ce genre de choses. Voilà, plutôt légère, 320 grammes, éco-responsable. Combien au niveau du prix? Parce que ça, en plus, en ce moment, les prix ont tendance un petit peu à augmenter. Elle est à 140 €. 140 €, donc quand même, ça reste quand même un prix, mais bon. Voilà, et puis là, là, je vous ai amené mon modèle à moi. C'est pas un modèle tout neuf. Elle a je crois, c'est un peu plus de 150 km. Voilà. Hein. Vous pouvez constater, vous. Hein, alors, pas c'est les auditeurs, mais voilà, le grip est encore. Elle est neuve, hein. C'est vrai que c'est impressionnant. Ouais. Ok. Il y avait autre chose, Manu, que tu voulais nous parler? Eh ben non. Eh ben écoute, merci infiniment pour cette petite sélection. J'ai hâte la semaine prochaine que tu nous présentes les nouveautés. Fred, je te donne rendez-vous maintenant lundi prochain pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. Avec grand plaisir. Merci beaucoup et à bientôt, Manu. À bientôt. Cette émission vous a été proposée par Iron.fr, spécialiste running, trail et fitness sur Internet.